L'année était 1884, et le silence qui régnait sur le ranch d'Arthur Vance avait un poids, une présence physique qui s'installait dans les coins de sa petite cabane et pesait sur ses épaules lorsqu'il dormait. C'était un silence né de la perte, cultivé par l'isolement, et désormais il faisait autant partie de lui que les callosités de ses mains ou les douleurs dans ses os quand une tempête arrivait du nord. Son monde s'était rétréci aux frontières de sa terre, une étendue du territoire du Wyoming d'une beauté âpre et impitoyable, où le vent était le seul compagnon constant, sifflant à travers les rares pins et portant l'odeur de poussière et de pluie lointaine. Chaque jour battait au rythme d'un métronome de nécessité. Il se levait avant que le soleil ne peigne le ciel de l'est de nuances de violet meurtri et de rose tendre. Ses gestes étaient économiques, rodés par l'habitude. Il s'occupait de son petit troupeau de bétail, dont les meuglements offraient un répit temporaire au silence. Il réparait les clôtures qui semblaient toujours s'affaisser sous la pression du vent et de la neige. Il fendait du bois jusqu'à ce que son dos hurle de protestation, empilant les bûches contre le mur de la cabane comme un rempart contre l'hiver qui approchait et la solitude qui ne manquerait pas de s'approfondir. La cabane elle-même était le témoignage d'une vie interrompue trop tôt. 2 chaises se tenaient près de la petite table en bois, mais une seule accueillait encore la chaleur d'un corps. Dans un coin, un fauteuil à bascule, petit et finement sculpté, restait immobile, recouvert d'un léger voile de poussière qu'il ne pouvait jamais se résoudre à effacer. Il avait été pour Éléanore et le petit Samuel. La fièvre les avait emportés tous deux, 3 hivers plus tôt, laissant Arthur comme un homme évidé, résonnant dans la coquille d'une vie qu'ils étaient censés construire ensemble. Il avait oublié le son du rire. Il avait oublié le rythme naturel d'une conversation partagée autour d'un repas. Sa propre voix, lorsqu'il était contraint de l'utiliser en ville, sonnait comme des pierres qui grincent, rouillées par le désusage. Il était un homme vivant au passé, son existence n'étant plus qu'un long épilogue étiré après une histoire qui s'était terminée trop tôt. La terre était sa pénitence et son sanctuaire, un lieu où personne ne pouvait voir le deuil qui l'enveloppait comme un suaire. Il ne demandait rien au monde, et en retour, le monde semblait s'être contenté de l'oublier. Ce fut un voyage pour du sel, de la farine et du café qui brisa le rythme de sa solitude. Il attela son vieux cheval fidèle, Bartholomew, à la charrette et entreprit le long trajet chaotique jusqu'à la ville de Rédemption. Rédemption était un nom généreux pour un endroit qui en offrait bien peu. C'était un amas poussiéreux de bâtiments en planches serrés les uns contre les autres face à l'immensité de la prairie. Un lieu d'hommes et de femmes endurcis qui mesurait la valeur d'un homme à la sueur de son front et au silence qu'il gardait sur ses propres malheurs. Arthur préférait être une apparition là-bas, entrer dans l'épicerie générale, échanger quelques mots avec le propriétaire, Monsieur Haye, et disparaître dans la nature avant même que la poussière de son arrivée n'ait eu le temps de se déposer. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Le train était arrivé puis reparti, laissant derrière lui son panache de fumée noire qui se dissipait dans le ciel bleu éclatant. Près du petit quai délavé par le soleil, une sorte de foule s'était formée, non pas un comité d'accueil, mais un attroupement de vautours. Ils chuchotaient et montraient du doigt, leurs visages mêlant amusement cruel et pitié sanctimonieuse. Au centre de leur attention, assise parfaitement immobile sur une grande malle robuste, se trouvait une femme. C'était une femme noire, et sa corpulence était notable, un fait que les chuchotements des curieux rendaient brutalement clair. Elle portait une robe de voyage bleu profond, impeccable malgré la poussière, et un chapeau qui projetait une ombre sur un visage d'une remarquable maîtrise. Elle ne regardait pas la foule. Elle ne s'agitait pas, ne pleurait pas. Ses mains, gantées de blanc, reposaient sagement sur ses genoux. Sa colonne était droite, son menton tenu à un angle qui n'exprimait ni arrogance, ni soumission, mais une dignité profonde et inébranlable. Elle ressemblait à une reine sur un trône de chagrin, échouée dans un royaume de poussière et de mépris. Arthur arrêta sa charrette, ses mains se crispant sur les rênes. Il entendit des bribes de conversation portées par le vent. Envoyée pour être une épouse, sans l'avoir jamais vue. Il a suffi qu'il la voie descendre du train pour la renvoyer aussitôt. Il a refusé même de payer son retour. La laisser là. Les mots étaient tranchants et laids, chacun comme une pierre lancée contre la femme silencieuse. L'homme qui l'avait fait venir, un rancher aigri du South Ridge nommé Petersonen, était connu pour sa cruauté et sa vanité. Arthur pouvait imaginer parfaitement la scène. Le visage suffisant de Petersonen se tordant de dégoût, la brutalité désinvolte de son rejet. Le chef de gare finit par disperser la foule,
mais la femme resta. Le soleil entama sa lente descente, projetant de longues ombres semblables à des doigts s'étirant sur la rue poussiéreuse. Pourtant, elle demeurait là, monument de patience dans un monde qui ne lui en avait offert aucune. Arthur fit ses courses à l'épicerie, mais son esprit revenait sans cesse à l'image d'elle. Lui ne voyait pas l'objet de raillerie que les gens voyaient. Il voyait une âme ayant parcouru 1000 lieues sur une promesse, pour être accueillie par le plus froid des visages humains. Il voyait une solitude qui faisait écho à la sienne, bien que d'une autre nature. La sienne était une cage bâtie de deuil. La sienne, une cage bâtie de préjugés et de rejets. Quand il sortit du magasin, la rue était presque vide. Le soleil était un globe orange embrasant l'horizon, et la femme était toujours là, silhouette solitaire contre le crépuscule grandissant. Quelque chose s'agita en Arthur, une part de lui qu'il croyait morte avec sa famille. C'était un tressaillement d'indignation, une étincelle de décence héritée de son père. Il ne pouvait pas la laisser là. Il ne pouvait pas rentrer à son ranch silencieux en la laissant à la merci d'une ville sans merci. Il dirigea la charrette vers le quai, les roues crissant doucement dans la poussière. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, le silence s'étirant entre eux. Il ôta son chapeau, un geste de respect qui lui semblait à la fois étranger et nécessaire. « Madame, dit-il, la voix rugueuse. » Sa tête se tourna lentement, et pour la première fois, il vit son visage clairement. C'était un visage fort, aux pommettes hautes, aux yeux intelligents et fatigués, qui semblait porter le poids de son long voyage. Il n'y avait aucune peur en eux, seulement une profonde vigilance. « Monsieur, répondit-elle, sa voix contralto, grave et mélodieuse, d'une beauté saisissante. Le dernier train est déjà parti pour aujourd'hui, dit-il, ses mots lui semblant maladroits et insuffisants. Je le sais, répondit-elle, sa tenue inchangée. Vous ne pouvez pas rester ici. Un léger sourire triste effleura ses lèvres. Il semble que je n'ai guère le choix. Arthur avala la poussière sèche de la route qui lui râpait la langue. J'ai un ranch au nord d'ici. C'est tranquille, mais sûr. Il y a une chambre de libre. Vous pourriez vous y reposer, le temps de décider quoi faire. Ses yeux sombres fouillèrent son visage, sondant au-delà de la peau burinée et de la tristesse gravée autour de ses yeux. Il savait ce qu'elle cherchait, la malveillance, la pitié, des arrière-pensées. Il soutint son regard, espérant qu'elle y verrait la vérité simple et nue de son offre. Il n'était pas un sauveur, seulement un homme qui savait ce que signifiait être seul, et qui ne pouvait supporter l'idée de laisser une autre âme affronter la nuit dans un endroit aussi cruel. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Le vent se leva, faisant bruire le tissu de sa robe. Puis elle hocha la tête, presque imperceptiblement. « Je vous en serai reconnaissante, monsieur. » Arthur Vance, dit elle. Béatrice Shaw, répondit-elle. Il descendit de la charrette, et avec une force qui la surprit, souleva sa lourde malle comme s'il ne s'agissait que d'un sac de plumes. Il l'installa à l'arrière, puis l'aida à monter sur le siège. Sa main effleura brièvement la sienne, sa peau était chaude, sa poigne ferme. Le chemin du retour se fit presque entièrement dans le silence, mais ce silence était différent de celui qui l'accompagnait d'ordinaire. C'était un silence partagé, rempli de questions non dites et du vaste territoire inconnu de ce qui allait suivre. Lorsque la dernière lueur du soleil disparut, plongeant la prairie dans un monde d'ombre profonde et de lumière argentée de lune, Arthur Vance rentra chez lui, une étrangère assise à ses côtés. Et, inexplicablement, le poids écrasant de sa solitude s'était allégé. Les premières 24 heures au ranch furent une danse délicate de distance et d'observation. Arthur montra à Béatrice la chambre d'amis, autrefois l'atelier de couture de sa femme. La pièce était propre, mais cruellement vide. Il vit, dans le regard de Béatrice, un bref éclat non pas de déception, mais une résignation lassée. Il la laissa à son intimité et se retira dans la pièce principale, qui soudain lui parut plus petite, étouffée de souvenirs. Il prépara un repas simple de haricots et de lard, posant une assiette sur la table pour elle. Elle sortit de la chambre peu après, ayant retiré son chapeau et ses gants. Elle avait épousseté sa robe, lissé ses cheveux. Elle s'assit en face de lui, l'espace vacant entre eux occupé par la chaise qui avait toujours appartenu à Éléanore. Elle mangea avec une lenteur mesurée, une grâce tranquille qui rendait ses propres manières rudes maladroites en comparaison. Ils ne parlèrent pas. Seul résonnait le cliquetis des fourchettes contre les assiettes de fer et le soupir du vent dehors.
Arthur l'observait à la dérobée. Il remarquait l'intelligence qui brillait dans son regard, la fermeté de sa mâchoire, signe d'une résilience forgée dans un feu qu'il ne pouvait qu'imaginer. Elle, de son côté, le regardait à son tour. Ses yeux saisissaient la manière dont il jetait parfois un coup d'œil vers le petit fauteuil à bascule inutilisé, ou les rides profondes de chagrin qui cerclaient sa bouche. Le lendemain matin, il se réveilla avec une odeur inhabituelle, celle du café, riche et fort. En entrant dans la pièce principale, il découvrit Béatrice près du poêle, un tablier propre noué autour de sa taille, tablier qu'il ne lui connaissait pas. Elle avait trouvé ses maigres provisions et en avait tiré le meilleur parti. Le feu brûlait vaillamment, un pot de gruau mijotait, et la pièce semblait plus chaude qu'à l'ordinaire. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec les flammes. « Monsieur Vance, dit-elle d'une voix posée, j'espère que cela ne vous dérange pas. Je ne peux supporter l'oisiveté. » Arthur, la corrigea-t-il brusquement. Just Arthur. Il se servit une portion de gruau, troublé mais secrètement réconforté par la sensation d'être pris en charge par quelqu'un d'autre. Ce jour-là, ils commencèrent à établir un rythme discret. Tandis qu'ils s'occupaient du bétail dehors, elle mettait subtilement de l'ordre dans l'intérieur de la cabane. Elle retrouva l'ancien nécessaire de couture d'Éléanore et raccommoda une déchirure dans l'une de ses chemises de travail. Les points étaient si fins qu'ils en devenaient invisibles. Elle lava les vitres jusqu'à ce qu'elles étincellent, laissant entrer la lumière dure du matin. Elle ne réarrangeait pas son monde, ne bousculait pas ses souvenirs. Elle polissait simplement ses contours. Son activité tranquille apportait un baume à l'abandon ancien de la maison. L'après-midi, la poignée de l'ancienne pompe à eau se brisa. Arthur jura entre ses dents en s'acharnant sur le mécanisme rouillé. Il était sur le point d'aller chercher son plus lourd marteau lorsque Béatrice se présenta à ses côtés. « Puis-je » demanda-t-elle doucement. Surpris, il se recula. Elle s'accroupit, le front plissé de concentration, examinant la pompe. Ses mains, qu'il avait crues fragiles, se mouvèrent avec une assurance surprenante. « Ce n'est pas la poignée, dit-elle après un instant. C'est la goupille. Elle a glissé. Il faut la remettre et la fixer, non pas la forcer. » Elle montra un petit morceau de métal gras qu'il avait négligé. Utilisant un bâton et une pierre, elle remit habilement la goupille en place, donnant un dernier coup sec. C'était réglé. Elle se redressa et l'invita d'un geste à essayer. Arthur actionna la poignée, avec un grincement gratifiant, un jet d'eau claire jaillit. Il regarda la pompe, puis elle, une lente admiration naissant en lui. « Où avez-vous appris cela ?»« Mon père était forgeron, » dit-elle simplement en s'essuyant les mains sur son tablier. « On apprend à voir comment les choses s'emboîtent. » Ce soir-là, ils mangèrent un ragoût qu'elle avait laissé mijoter des heures, relevé d'herbes sauvages cueillies près du ruisseau. La saveur était riche, profonde, un goût de vie dans un endroit longtemps défini par son absence. Pour la première fois, les mots lui vinrent plus aisément. « Vous êtes bien loin de chez vous, Béatrice, » dit-il, son nom sur ses lèvres résonnant comme une nouveauté. « Mon foyer était une petite maison en Ohio, » répondit-elle, le regard perdu. « Après la mort de mes parents, il ne restait plus rien pour moi là-bas. Une femme comme moi, une femme noire, une femme corpulente, le monde ne nous réserve pas beaucoup de place. » L'annonce dans le journal, elle parlait d'une nouvelle vie, d'une chance de bâtir quelque chose. Sa voix n'exprimait ni plainte ni amertume, seulement un constat. Il semble que l'homme qui l'a écrite n'ait pas aimé la marchandise reçue. Arthur sentit monter en lui une colère familière, brûlante, dirigée contre Petersonen et le monde cruel qu'il représentait. Son jugement ne reflète que sa petitesse, pas la vôtre. Elle le regarda alors, vraiment le regarda, et il vit une étincelle de surprise, une fissure dans sa majestueuse contenance. Elle s'était attendue à de la pitié, peut-être, ou à un silence gêné. Elle ne s'attendait pas à être défendue. Elle ne s'attendait pas à être vue. Le lendemain, il l'emmena dans l'endroit qu'il ne montrait à personne, une petite butte derrière la cabane, où se dressaient deux croix de bois sous le ciel immense. Le vent y était doux, et l'herbe poussait drue. « Éléanore, » dit-il, la voix rauque, en désignant la plus grande. « Et Samuel. » Beatrice and offered pas de vaines condolences. Elle se contenta de se tenir près de lui, sa présence solide et calme comme une ancre dans la mer agitée de son chagrin. Elle se pencha pour ôter doucement une feuille tombée sur la plus petite croix.
Un geste d'une tendresse si simple et profonde qu'il brisa quelque chose dans la poitrine d'Arthur. Il avait porté seul son fardeau si longtemps, persuadé qu'il s'agissait d'une peine solitaire. Dans cet acte discret de respect, il sentit une reconnaissance partagée. La douleur était un langage universel. Ils redescendirent vers la cabane alors que la lumière de l'après-midi se faisait plus douce. Et Arthur se mit à parler. Les mots jaillirent après des années de silence. Il parla du rire d'Éléanore, semblable au tintement des carillons au vent. Il parla de l'émerveillement de Samuel pour les sauterelles, des heures qu'il passait à les observer dans les champs. Il parla du silence qui avait dévoré sa maison après leur départ, silence devenu une chose vivante, un prédateur tapi dans les couloirs de son cœur. Beatrice Akuta, tout son attention effort. Et lorsqu'il finit par se taire, la gorge en feu de larmes retenues, elle dit simplement « Le deuil est une maison sans porte. On n'en sort jamais. Mais on peut apprendre à ouvrir les fenêtres. » Ces mots restèrent en lui comme une braise discrète, allumant quelque chose qu'il croyait mort à jamais. Au fil des semaines, leur vie se tissa dans un équilibre précaire mais étrangement harmonieux. Béatrice apportait au foyer une structure douce. Elle entretenait la maison, préparait les repas, cousait des rideaux de fortune à partir de vieux sacs de farine. Arthur, quant à lui, découvrait que ses journées de travail, autrefois longues et monotones, se remplissaient d'un but nouveau. Le simple fait de revenir vers la lumière de la cabane, où une lampe brûlait et une présence l'attendait. Il y avait entre eux une distance soigneusement préservée, un respect tacite des cicatrices que chacun portait. Pourtant, sous la surface, un courant plus fort se formait. Arthur le sentait dans la façon dont ses mains cherchaient à accomplir plus que nécessaire, afin de pouvoir lui offrir quelque chose de solide. Béatrice le percevait dans la manière dont ses yeux s'adoucissaient quand il la regardait, comme s'il voyait en elle non pas un fardeau, mais un miracle inattendu. Un soir, alors qu'ils ramassaient du bois près de la grange, une averse soudaine s'abattit sur eux. Le ciel, qui jusque-là promettait un crépuscule paisible, se déchira dans une pluie torrentielle. Trempés, ils se précipitèrent dans l'abri de fortune. Leurs rires, d'abord nerveux, se mêlèrent aux éclats du tonnerre. C'était un rire franc, brut, celui de deux âmes qui n'avaient pas goûté à la joie depuis trop longtemps. Dans l'ombre humide de la grange, Arthur la regarda, l'eau dégoulinant de ses cheveux et de ses joues. Béatrice leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes reflétant les éclairs. L'instant s'étira, fragile et brûlant, jusqu'à ce qu'il détourne le regard, brisant le sortilège. Ses mains se serrèrent autour d'un morceau de bois, comme pour rappeler à son corps qu'il devait se maîtriser. Cette nuit-là, il dormit peu. Son esprit s'agitait d'images d'elle, de ses rires, de ses gestes patients, de la façon dont elle avait posé sa main sur la croix de Samuel. Il sentit un désir qu'il croyait à jamais perdu, mais il se força à le repousser, craignant de profaner la mémoire d'Éléanore. Pourtant, Béatrice n'était pas Éléanore. Et elle ne cherchait pas à l'être. Les jours suivants, une tension nouvelle habitait l'air, subtile mais persistante. Leurs échanges, bien que toujours mesurés, portaient une intensité différente. Il remarqua qu'elle préparait parfois une assiette en plus, posée avec soin à la place où autrefois Éléanore s'asseyait, mais c'était pour lui rappeler de manger, non pour combler un fantôme. Elle, de son côté, s'aperçut qu'il réparait discrètement les marches du perron, qu'il huilait les charnières des portes, comme s'il voulait que la maison l'accueille enfin, elle aussi. Un après-midi, alors qu'elle arrosait les maigres plants de tomates près du puits, Arthur s'approcha avec un paquet enveloppé dans une toile grossière. « Pour vous » dit-il simplement. Elle défit le tissu et découvrit une paire de gants de travail en cuir, usés mais encore solides. Ses yeux se levèrent vers lui, incrédules. « Vous n'aviez pas besoin d'eux. »« Si. J'ai vu comment vos mains se sont écorchées à la pompe. » Béatrice les enfila, et ses doigts s'adaptèrent à la forme. Le cuir, réchauffé par sa peau, sembla prendre vie. Elle sourit, un sourire sincère qui dévoila ses dents, lumineux et inattendu. Arthur sentit son cœur se contracter. Le temps suivit son cours. L'été céda lentement à l'automne. Les nuits devinrent plus fraîches, et Béatrice raccommoda une vieille couverture de laine qu'ils partagèrent près du feu. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs, et parfois, leurs mains se frôlaient lorsqu'ils tendaient les doigts vers la chaleur. Ces contacts, anodins en apparence, prenaient pour eux la force de promesses muettes. Un soir, il la surprit en train de chanter doucement en rangeant la vaisselle.
C'était une chanson ancienne, aux paroles simples, une mélodie transmise sans doute par sa mère. Sa voix, profonde et vibrante, emplissait la petite pièce d'une douceur qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Il resta figé sur le seuil, incapable d'interrompre. Lorsqu'elle s'aperçut de sa présence, elle s'interrompit brusquement, confuse. « Continuez, dit-il à voix basse. C'était beau. » Elle détourna les yeux, les joues colorées par une pudeur inhabituelle. Mais cette nuit-là, lorsqu'il se coucha, la mélodie resta imprimée en lui, comme une prière murmurée au cœur de la nuit. À mesure que les semaines passaient, la petite communauté alentour commença à remarquer la présence de Béatrice. Certains regards, au village, s'attardaient trop longtemps sur elle. Des jugements silencieux, des sourcils froncés, parfois un sourire pincé. Les gens parlaient. Ils disaient qu'Arthur Vance, le veuf taciturne, avait ramené une étrangère, une femme différente, dans sa maison. Un dimanche, alors qu'il se rendait à l'église, les chuchotements s'élevèrent comme un vent froid. Arthur sentit son poing se refermer, prêt à défier quiconque oserait parler plus fort. Mais Béatrice posa doucement sa main gantée sur son bras. « Laissez-les, dit-elle calmement. Leur regard ne m'a jamais défini. Et il ne le fera jamais. » Il la regarda alors, ébloui par sa force tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit que ce n'était pas lui qui lui offrait refuge. C'était elle qui lui offrait une route vers un avenir possible. Ce soir-là, en rentrant, il ralluma le feu et prépara le café. Beatrice S. Asset, observant l'allure dancer sur son visage marque. Ils restèrent longtemps en silence, un silence lourd de sens. Enfin, Arthur parla, sa voix basse mais ferme. « Vous avez transformé cette maison. Et moi avec. » Béatrice ne répondit pas tout de suite. Elle tendit simplement la main à travers la table. Après une longue hésitation, il posa la sienne dessus. Ce fut un geste simple, mais il contenait toute la promesse de ce qui pouvait encore naître entre deux êtres blessés mais vivants. L'hiver s'installa durement cette année-là. Les vents des plaines hurlaient contre les murs de la cabane, et la neige formait des congères qui atteignaient presque le rebord des fenêtres. Pourtant, à l'intérieur, la chaleur demeurait. Non seulement celle du feu, mais celle qui naissait de leur proximité grandissante. Ils travaillaient côte à côte pour traverser les journées les plus rudes. Béatrice cuisait du pain dans le vieux fourneau, et l'odeur emplissait la maison d'un réconfort ancien. Arthur fendait du bois jusqu'à ce que ses bras brûlent, déterminé à ce qu'elle ne manque jamais de chaleur. Le soir, ils s'asseyaient près du feu, échangeant des histoires, certaines légères, d'autres lourdes de souvenirs. C'est au cours d'une de ces nuits glacées qu'Arthur céda enfin à ce qu'il retenait depuis des mois. La tempête rugissait dehors, le toit gémissait sous le poids de la neige, et la flamme dansait sur le visage de Béatrice. Elle leva les yeux vers lui, et dans ce regard il ne vit ni le passé, ni la perte, ni l'ombre du jugement des autres. Il vit seulement une femme, forte et belle, qui avait marché à ses côtés à travers la solitude. Il tendit la main, hésitant, puis effleura la sienne. Elle ne se retira pas. Au contraire, elle resserra doucement ses doigts autour des siens. Alors il l'attira contre lui, maladroit, tremblant presque de crainte. Mais lorsqu'elle posa sa tête sur son épaule, il sut que ce n'était pas une trahison. C'était une renaissance. Cette nuit-là, ils partagèrent pour la première fois leur chaleur, non plus comme deux étrangers liés par les circonstances, mais comme deux êtres qui s'étaient choisis. Les jours suivants portèrent une lumière différente. Le travail demeurait dur, la neige toujours épaisse, les bêtes toujours exigeantes. Mais il y avait, entre chaque tâche, des gestes nouveaux. Un sourire échangé, une étreinte furtive, une certitude tranquille que chacun veillait sur l'autre. Lorsque le printemps arriva enfin, libérant la terre de son linceul blanc, Arthur mena Béatrice jusqu'à la colline où reposaient Éléanore et Samuel. Les fleurs sauvages commençaient à éclore, petites touches de couleur dans l'herbe tendre. Il se tint droit, le chapeau à la main, et parla d'une voix claire. « Éléanore, Samuel, voici Béatrice. Elle fait partie de ma vie maintenant. Elle m'a redonné la force de continuer. » Sa voix se brisa un instant, mais il reprit. « Je vous porterai toujours en moi. Mais je crois que vous auriez voulu que je trouve la paix. » Béatrice resta un pas en arrière, respectueuse, les yeux brillants d'une émotion silencieuse. Puis elle s'approcha, posa doucement une fleur sur la petite croix et murmura. « Je veillerai sur lui. »
Comme vous l'avez fait. Le vent emporta ces mots dans le vaste ciel, et Arthur sentit une légèreté nouvelle l'envahir. Ce n'était pas l'oubli, mais une réconciliation. La communauté mit du temps à accepter leur union. Certains murmurent encore, certains visages restaient fermés. Mais Arthur, qui avait jadis marché seul dans l'ombre de son deuil, marchait désormais avec elle, et cela suffisait. Leur force commune devint leur rempart. Les années suivantes apportèrent leur lot de labeur et de défis, mais aussi de joie simple. Les chants donnèrent davantage sous leurs soins conjoints. La maison résonna de musique et de rire. Et un jour, alors que Béatrice chantait en pétrissant la pâte, Arthur s'arrêta pour l'écouter, son cœur débordant d'une gratitude qu'il n'aurait jamais cru connaître à nouveau. Il comprit alors que la solitude qu'il avait autrefois définie n'était plus son fardeau. Elle avait été brisée par la force tranquille d'une femme rejetée par d'autres, mais assez courageuse pour se tenir debout. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Un amour n'est non pas de l'illusion ou du rêve, mais du réel, façonné dans la douleur et nourri par l'espérance. Et dans la vaste étendue de la prairie, où le vent continuait de chanter ses chants sauvages, Arthur Vance et Béatrice apprirent que même dans un monde dur et impitoyable, deux âmes pouvaient encore s'unir et bâtir un foyer.